Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, l'accord de cessation des hostilités en Syrie. Quelles en seront les modalités? Le régime va-t-il l'accepter? Les pourparlers intersyriens vont-ils pouvoir reprendre? Sur le terrain, la bataille d'Alep est-elle un tournant dans la guerre? Quel sort pour les Syriens bloqués à la frontière turque toujours fermée? Sous pression internationale, le président Erdogan menace d'envoyer en Europe des centaines de milliers de réfugiés. Remaniement ministériel en France, l'ancien Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, reprend le Quai d'Orsay après le départ de Laurent Fabius. Fait notable, les écologistes font leur retour. Alors, la nouvelle équipe va-t-elle créer un nouvel élan? Quelle est sa ligne politique? Toujours aussi impopulaire, le chef de l'État joue-t-il son va-tout en vue d'une réélection? De Tokyo à New York, de Londres à Paris, les marchés mondiaux chutent encore. Nouvelle journée noire lundi. L'économie mondiale va-t-elle à nouveau s'effondrer? Danger sur les banques, croissance déclinante dans les pays émergents et surtout en Chine. La perspective d'une troisième crise financière n'est plus exclue. Et pour en parler ce dimanche, autour de la table, voici nos kiosqueurs. Romaric Gaudin, rédacteur en chef adjoint du journal économique et financier français La Tribune. Vous avez particulièrement suivi les effets de la crise financière en Europe sous ses aspects économiques, monétaires et politiques. Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de publication du site d'information en ligne atlantico.fr, auparavant journaliste télé pour les chaînes françaises LCI et TF1. Bonjour. Alain Grèche, spécialiste du Proche-Orient, journaliste à Orient21.info, un site d'information sur le monde arabe, le monde musulman et l'Orient. Vous venez de quitter le mensuel Le Monde diplomatique, dont vous avez été le rédacteur en chef, puis le directeur adjoint. Et enfin, Andrei Gratchev, correspondant à Paris pour le bi-hebdomadaire russe Novaya Gazeta, journaliste, essayiste, ancien porte-parole et conseiller du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Bonjour. Merci à vous quatre d'être ici en ce dimanche pour commenter et analyser l'actualité. Le 1er février dernier, le régime syrien lançait une large offensive contre Alep avec l'appui aérien des Russes. Plusieurs conséquences à cette offensive. La suspension des négociations intersyriennes, la réaffirmation de la stratégie de Bachar al-Assad, un accord de cessation des hostilités âprement négocié entre Russes et Américains, et puis un afflux de réfugiés syriens à la frontière turque toujours fermée. Quand ils ont frappé Alep, nous avons fui de village en village jusqu'à arriver ici. Il n'y a pas un village dont nous ne sommes pas partis. Nous avons eu peur des bombardements et nous avons fui. Je suis heureux d'annoncer qu'aujourd'hui à Munich, nous pensons que nous avons fait des progrès à la fois sur la question du front humanitaire et du front de la cessation des hostilités. Et ces deux fronts, ce progrès, une fois mis en œuvre, seront capables de changer la vie au quotidien du peuple syrien. La guerre, les frappes aériennes, une frappe et d'autres frappes encore, et nous sommes au milieu. Comment pouvons-nous rester? Qui bombarde? L'armée syrienne libre et le régime. Ils attaquent tous les deux et nous sommes là. Il y a des frappes qui viennent d'ici, d'autres frappent de là-bas. Alors, devons-nous rester? Le but de ce groupe de travail est d'aider les Nations Unies et les agences humanitaires à remplir leurs obligations vis-à-vis des civils. Des musulmans meurent, l'humanité meurt, des civils meurent en Syrie. La Russie veut éliminer l'armée syrienne libre. Mais avant tout, dans cette guerre, ce sont des civils qui sont tués. Que croyez-vous? Que des enfants de 2 ou 3 ans vont porter des armes et battre Bachar el-Assad? Nous croyons totalement aux négociations et à l'action politique, et ce depuis le début de la crise. Cependant, négocier ne signifie pas qu'on arrête de combattre le terrorisme. 2 volets sont indispensables en Syrie. Premièrement, celui de négocier. Deuxièmement, celui de frapper les terroristes. Et le premier volet est indépendant du second. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par parler de la situation sur le terrain. On parle désormais, depuis le 1er février, de cette bataille d'Alep, la grande ville dans le nord de la Syrie. Est-ce que cette bataille est un tournant dans cette guerre en Syrie, Alain Grèche? Écoutez, les tournants dans la guerre en Syrie, depuis 2 ans, 3 ans, il y en a eu beaucoup. On a à un moment dit que le régime allait tomber, à un autre qu'il allait reprendre le contrôle. C'est très très difficile de le dire parce que ce n'est plus une guerre civile seulement, c'est une guerre régionale et une guerre internationale. C'est-à-dire le nombre de pays impliqués directement ou indirectement dans cette guerre, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, les États-Unis, les Occidentaux, etc., font que c'est très difficile de savoir. C'est-à-dire que chacun a peur des puissances extérieures. Je parle pas là de la souffrance du peuple syrien et des conséquences qu'il paie. Chacun a peur que finalement le vainqueur
la victoire se fasse à son détriment. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les troupes syriennes largement appuyées par les Russes, pas seulement d'ailleurs de manière aérienne, mais aussi à terre, par des conseillers, par des blindés, etc., avancent, la réaction qu'on pouvait attendre et qui s'est produite, c'est une intervention turque. Les Turcs, pour l'instant, ils bombardent les Kurdes, mais on parle aussi du fait que les Kurdes, que les Turcs et les Saoudiens vont augmenter leur aide militaire à la résistance parce qu'ils ne veulent pas la victoire de Bachar. Donc on est vraiment dans une impasse et malheureusement, le plus probable, c'est que ça ne va pas s'arrêter aussi facilement que le laisse entendre l'accord entre les Russes et les Américains. Alors on va y revenir sur tous ces points que vous évoquez, mais pour rester dans un premier temps sur cette bataille d'Alep, en une semaine, l'aviation russe a conduit plus de 500 raids, frappé près de 1000 cibles, plus qu'une offensive. Est-ce qu'on peut parler d'un massacre, André? Massacre, bon, comme disait Alain Grèche tout à l'heure, dans le courant de combien déjà, bientôt 4 ans, je crois. 5 ans. Voilà, de cette guerre, il y a eu des épisodes horribles, bien sûr, provoqués par l'action de tous les côtés engagés dans la crise. Je voudrais quand même revenir au terme tournant, puisque, à mon avis, il y a des raisons de considérer la situation, ou même l'impasse à laquelle vous faites référence, comme une possibilité d'un tournant, c'est-à-dire une possibilité de passage, je dirais, du niveau purement ou essentiellement militaire dans ce conflit, finalement à une étape politique. Parce que, bon, c'est malheureusement, c'est l'histoire qui nous l'apprend, que dans tous les conflits de ce genre, et surtout les conflits type guerre civile, c'est qu'à partir du moment où des deux côtés on constate qu'on n'a pas de chance d'emporter sur l'autre, voilà, qu'on est amené à commencer à trouver... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on arrive à ce moment politique, justement? Oui, c'est ce que je crois, puisqu'à mon avis, actuellement, des deux côtés, de chacun des côtés, il n'y a plus d'espoir, je dirais, de gagner dans cette guerre. Et donc, comme on n'a pas de perspective de gagner militairement, autant de chercher la sortie politique. Tournant politique, Romaric? Oui, je crois que c'est intéressant ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, plus personne n'a l'espoir de gagner. La question est de savoir si les deux côtés, on parle des deux côtés, même s'il y en a beaucoup plus, est-ce que les deux côtés sont prêts à perdre, et donc, ou encore peur de perdre, et ça c'est ce que disait Alain Grèche. Donc c'est vrai que même si on n'a pas encore l'espoir de gagner, si on a encore la crainte de sortir perdant en fait de ce conflit, il n'est pas certain que le tournant politique soit déjà arrivé. Donc c'est une forme de tournant, mais c'est peut-être qu'une étape dans ce qui sera un tournant. Voilà, on parle là de l'accord à Munich, conclu cette semaine au groupe international de soutien à la Syrie. Un accord de cessation des hostilités, non pas un cessez-le-feu, il y a une nuance. Le plan prévoit un accent humanitaire à certaines villes assiégées, une cessation donc temporaire des hostilités dans un délai d'une semaine. Un accord très hypothétique. Quelle chance a-t-il d'aboutir ? Je pense très peu, parce que personne n'a réellement intérêt encore. Je ne suis pas certain qu'on soit tout à fait arrivé à la phase où tout le monde se dise qu'une solution politique soit la bonne. Et même au contraire, les risques de dérapage vers un conflit beaucoup plus généralisé sont plus présents que jamais. Moi, je pense que la bataille d'Alep, c'est quand même un tournant avec l'intervention russe massive. Plus les Russes sont plus engagés qu'aucune autre des puissances extérieures qui se sont impliquées dans le conflit syrien ne l'ont jamais été. Là, ça ressemble à Stalingrad. Les gens qui sont sur le terrain, c'est un déluge de feu. Le 26 janvier dernier, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, il y a des missiles qui sont partis depuis la mer Caspienne pour aller frapper justement les rebelles, enfin plutôt pas l'État islamique, mais les rebelles, les autres, ceux plutôt côté Al-Qaïda. Cet engagement russe-là, il peut paradoxalement être à la fois mené à une solution politique parce que ça peut changer les choses, et dans le même temps, c'est un vrai enjeu de dérapage, puisqu'on voit bien qu'il y a deux empires qui s'affrontent à l'heure actuelle. Il y a deux empires, ou les héritiers de deux empires, la Turquie d'une part et la Russie d'autre part, avec des intérêts extrêmement divergents. La Turquie faisant partie de l'OTAN,
donc étant alliée des Occidentaux, même si elle s'est mise en délicatesse avec les Occidentaux, il y a une espèce de recette qui est présente qui pourrait vraiment mener à une explosion généralisée. Accord très hypothétique pour tout le monde ? Oui, je voudrais soutenir la thèse d'un éventuel dérapage, puisque l'impasse est une autre porte de sortie, c'est vers la solution politique. Une autre, c'est effectivement un dérapage avec la présence de trop, je dirais, d'acteurs en dehors, d'ailleurs, des acteurs directement impliqués dans le conflit intérieur, avec les Russes, les Américains, les Turcs, les Saoudiens. Si les Turcs réalisent leur promesse d'envoyer les troupes au sol avec les Saoudiens, alors qu'un nouveau navire, bateau russe est en train de s'approcher du terrain, avec le mémoire encore frais, d'un avion russe abattu par les Turcs. Donc là, on est vraiment à la limite d'un dérapage et dans une zone extrêmement sensible. Oui, je crois que c'est vrai, mais il faut quand même rappeler deux éléments importants qui doivent pousser quand même vers une solution. D'abord, c'est l'extraordinaire catastrophe humanitaire que représente cette guerre maintenant, avec 300 000 civils éventuellement. 300 000 civils, mais c'est pratiquement la moitié de la population qui est soit déplacée, soit réfugiée, et qui vit, on l'a vu dans les quelques images, des situations épouvantables et qui devraient amener quand même les grandes puissances à faire pression pour qu'on trouve une solution. Je ne dis pas que cette catastrophe humanitaire aboutira forcément à des mesures politiques, mais c'est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est l'arrêt des combats. C'est-à-dire, c'est effectivement l'arrêt des combats. Ça vous paraît envisageable, cette cessation des combats, dans un délai d'une semaine ? Non, dans un délai d'une semaine, non. Mais à terme, oui. Un des problèmes qu'on a, c'est la définition de qui. Parce que tout le monde dit qu'il faut combattre le terrorisme. Moi, j'ai toujours trouvé que la terminologie terroriste était une terminologie qui servait les gens qui s'en servent. C'est-à-dire que, par exemple, le Parti des travailleurs kurdes est considéré comme une organisation terroriste par les Turcs, par les Américains, mais les Américains sont alliés à lui à travers sa filière syrienne. Donc il y a un vrai problème de savoir qui on combat. Et au-delà de ça, bien que ça apparaît aujourd'hui très loin, parce qu'on est 5 ans après le début des révolutions arabes, il faut rappeler quand même qu'il y avait au départ une aspiration réelle du peuple syrien à en finir avec un régime qui était un régime autoritaire et corrompu, et que ça, d'une manière ou d'une autre, ça, même si ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, et je pense que la question est-ce que Bachar va rester ou non, elle ne se pose pas immédiatement, mais qu'à terme, il faudra effectivement aussi la poser. Oui, cette question-là, elle est inévitable, bien sûr, mais il n'y a pas que Bachar el-Assad contre son peuple. C'est une guerre civile. Il y a en Syrie des gens qui ont totalement intérêt au maintien de Bachar el-Assad, parce que ce sont aussi des régimes qui sont organisés sur des bases, des populations qui se constituent sur des bases confessionnelles. Et donc, il y a des gens qui savent très bien que sans Bachar el-Assad, il ne durerait pas très longtemps face à Al-Qaïda, à commencer par les Alaouites, les chrétiens, même s'il n'en reste malheureusement plus beaucoup en Syrie aussi. Donc il y a des gens qui ont intérêt au maintien de ce régime. On a eu trop tendance à le raconter, ce qui nous a enfermés dans une impasse diplomatique d'ailleurs, à le raconter comme Bachar el-Assad, un bourreau massacrant son peuple. Non, il massacre, il a une responsabilité parfaitement impardonnable, ça n'est pas la question, mais c'est une guerre civile, et comme dans toutes les guerres civiles, il y a des exactions qui sont commises de part et d'autre. Vraisemblablement, les armes chimiques dont on a reproché l'usage à Bachar el-Assad, elles ont plutôt été utilisées par le camp adverse, notamment. Mais ça n'enlève rien au massacre épouvantable de Bachar el-Assad. Je crois que la question confessionnelle qui se pose avec de plus en plus de force, au début, elle ne se posait pas tellement. Je veux dire, il faut rappeler que les premières manifestations dans la région kurde, notamment, c'était « nous sommes un seul peuple ». Ni kurde, je crois même le mot d'ordre, c'était ni kurde, ni chrétien, ni sunnite, ni chiite, etc. Donc il y a cette aspiration. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans de guerre civile, et le régime a utilisé cet aspect confessionnel, et l'opposition, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra et l'État islamique l'ont utilisé,
effectivement, je veux dire, il y a une peur et le régime a réussi, tout à fait, vous avez raison. C'est pas une guerre d'un dictateur isolé, d'ailleurs il n'aurait pas tenu s'il n'était que isolé face à tout son peuple. Il y a effectivement des peurs réelles auxquelles il faudra répondre. Il y a aussi une forme de niaiserie occidentale d'avoir imaginé qu'il existait une opposition démocratique en Syrie. Il n'y a pas d'opposition démocratique en Syrie. Il y a des gens en exil en Europe ou ailleurs qui sont plus ou moins, enfin qui existent bien sûr, mais qui n'ont aucun relais sur le terrain. Il y a eu un rapport du Congrès américain qui montrait comment les États-Unis ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour former des combattants. Pour finir, dès qu'ils sont arrivés sur le terrain, ils ont été massacrés. Les armes ont été subtilisées par l'État islamique. Donc il y avait vraiment un problème. Le regard occidental sur la crise n'a pas arrangé les choses. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de modérés ou de démocrates en Syrie. Il faut rappeler que les premiers mois, c'était des manifestations organisées par des réseaux extrêmement bien structurés de jeunes qui aspiraient réellement à des changements démocratiques. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est en guerre civile, ces voix, elles s'éteignent. Parce que c'est ceux qui ont les armes qui ont la force principale. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y avait pas d'opposition démocratique. Ayant une force militaire, mais non, le point dont je parlais. Je crois que tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il y a une internationalisation de cette problématique syrienne. Je vous propose qu'on regarde une, puisque donc jeudi, cet accord à Munich était avancé. Le lendemain, dans un entretien au quotidien économique allemand Handelsblatt, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev estime qu'une offensive terrestre étrangère en Syrie présenterait le risque de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Les échanges sont très durs à Munich. Je vous repose la question, dans ces conditions, comment imaginer une solution, puisqu'elle n'est plus syrienne, juste syrienne, elle dépend aussi des grandes puissances. Est-ce qu'aujourd'hui, Russes et Américains sont capables de s'entendre pour faire avancer cette question-là? Je pense que Russes et Américains... C'est-à-dire, un accord en Syrie a deux conditions, indépendamment de la situation syrienne. C'est un accord entre les Russes et les Américains et un accord entre les Turcs, les Saoudiens et les Iraniens, qui sont des acteurs majeurs. S'il n'y a pas accord sur le type de solution qu'on peut envisager, je pense que chacun, à un moment donné, va jouer tel groupe contre tel groupe. Ce n'est pas la condition suffisante, mais à mon avis, c'est la condition nécessaire. André ? Je crois beaucoup plus à l'éventualité d'un accord, et même à la probabilité de l'accord politique entre les Russes et les Américains, qu'un accord entre les Saoudiens et les Iraniens et les Turcs. Sauf que je crois que dans le contexte actuel, et effectivement, dans une situation qui peut rassembler à une situation de la guerre froide. Bon, je crois qu'il ne faut pas utiliser à la légère les termes de la Troisième Guerre mondiale. C'est vrai que les intérêts des Russes et des Américains, curieusement et paradoxalement, ils sont complémentaires. Aucune des deux puissances n'est pas intéressée à autoriser, à permettre la nouvelle escalade du conflit. Surtout, les deux sont intéressés à éviter le dérapage, un éventuel accrochement entre les forces des deux côtés qui sont engagées. Et pour les Russes, d'ailleurs, avec toute l'apparence que donne leur implication dans le conflit, qu'ils voudraient encourager Assad pour gagner dans cette bataille, à mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Ils étaient intéressés à remettre Assad, dans la configuration du conflit, ou plutôt de la solution politique, dans l'organigramme de la sortie politique. Alors qu'à mon avis, ils doivent comprendre bien que Assad ne peut pas présider seul, même en vainqueur sur l'opposition, afin de ce que représentent les ruines d'un pays. Pour terminer sur ce thème, pour faire la radiographie du moment où nous parlons, et peut-être que ça ne sera déjà plus valable demain, puisqu'on voit que les choses bougent assez vite, en tout cas dans les déclarations, qui, au moment où nous parlons, ce dimanche, est le vainqueur dans cette crise? Bachar al-Assad, Vladimir Poutine, Romaric, et ça sera le dernier tour de table sur ce thème. C'est difficile d'établir un vainqueur pour le Rapport moment. De force, en tout cas. Oui. Moi, je ne dirais pas que c'est un vainqueur, mais il y a en tout cas un pays qui est clé dans ce conflit aujourd'hui, c'est la Turquie.
parce qu'on a un peu de mal à voir quel jeu joue la Turquie dans son soutien aux forces rebelles anti-Assad, dans son combat contre les séparatistes kurdes qui sont alliés aux Occidentaux et aux Russes par ailleurs, dans la façon dont elle joue avec la crise humanitaire aussi, parce qu'elle a joué sur cette crise humanitaire pour faire pression sur l'Union européenne et pour être en position de force face à l'Union européenne alors qu'elle était en position de faiblesse depuis des années. Et en même temps, c'est une crise humanitaire qui se joue sur son sol, donc elle n'a pas intérêt non plus à ce que cette crise humanitaire devienne trop forte. Donc je crois que la Turquie va être un des pays clés du conflit dans les mois qui viennent. Jean-Sébastien ? Si on raisonne en photographie, je ne veux pas dire en se projetant dans le temps, je pense que c'est plutôt du côté de Bachar el-Assad et de l'Iran que le rapport de force est plutôt en faveur de l'axe Bachar el-Assad, l'Iran, Russie à l'heure actuelle. Et la Turquie s'est mise dans une situation extrêmement délicate, mais il y a quand même un acteur dont on a oublié de parler, c'est l'Europe, parce que tout l'enjeu, et c'est aussi en ça qu'il peut y avoir un risque de dérapage, puisque les Américains peuvent se permettre de regarder ça d'assez loin. L'Europe, elle est confrontée au chantage humanitaire de la Turquie, qui dit si vous ne nous aidez pas, on vous envoie des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés. Et curieusement, l'Europe ne réagit pas. Mais ça a des impacts dans des tas de domaines différents. La crise agricole dont on parle beaucoup en ce moment, elle est aussi en raison des sanctions agricoles en Russie, qui sont liées plutôt à l'Ukraine, mais pas seulement. Et on voit bien que la Turquie, dans la mesure où elle n'arrive plus à exporter sa production agricole non plus en Russie, pourrait être tentée de l'envoyer vers l'Europe. Mais tout ça pour dire que vraiment, il y a ce potentiel extraordinaire et qu'il est très étonnant de voir l'Europe très en retrait là-dessus. André, d'un mot pour vous, qui est le vainqueur aujourd'hui ? Bon, vainqueur, voilà, le terme gêne. Il n'y a pas de vainqueur qui, en tout cas, actuellement. est le plus fort dans ce rapport de force. Un acteur clé, pour l'instant, pour moi, c'est la Russie. Et je ne le dis pas parce que, voilà, en l'occurrence, je représente les médias russes, mais je crois que, d'une part, les Russes, avec leur entrée féroce et brutale dans ce conflit, ont déjà bousculé la scène en permettant, je dirais, le début des négociations politiques, mais d'autre part, les Russes eux-mêmes sont au bout de rouleau puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de rester engagés dans ce conflit indéfiniment. Alain, rapidement. Moi, je vais vous surprendre, mais je pense que le grand vainqueur de tout ça, c'est les groupes les plus radicaux, extrémistes sunnites, qui vont profiter de cette situation pour développer leur discours, que le changement n'est pas possible dans le monde arabe et musulman, que chaque fois qu'il y a des mouvements populaires, ils se heurtent à des interventions, et que finalement, la seule solution, c'est la solution qu'ils proposent. Il faut quand même s'interroger sur les raisons qui font que des dizaines de milliers de jeunes à travers le monde, y compris européens, peuvent aller là-bas combattre dans ces groupes qui nous apparaissent à nous comme des groupes absolument horribles. Et j'ai peur que le développement de cette situation en Syrie, même si ponctuellement l'État islamique ou Al-Qaïda subissent des défaites, finalement, sur le moyen terme, renforce ces groupes. Alors on va revenir à ce jeudi, puisqu'on le disait, cette annonce de cessation des hostilités en Syrie, mais l'actualité était très chargée, puisque ce jeudi aussi, des chercheurs annonçaient avoir détecté pour la première fois les ondulations de l'espace-temps prédites dans la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il s'agirait là d'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Jeudi, exactement au même moment, tombait l'annonce du remaniement ministériel en France. Alors on va voir maintenant quels astres gravitent autour de la planète présidentielle et quel ondoiement cela suscite. Monsieur Bricolage, voilà un nouveau surnom pour François Hollande donné par le Parisien. Le président français a en effet sorti sa boîte à outils pour contenter un maximum de monde pour ce qui sera sans doute le dernier remaniement ministériel de son mandat. Premier satisfait, son ami Jean-Marc Ayrault, licencié comme Premier ministre il y a 2 ans, il revient aux affaires étrangères. J'ai pris Jean-Marc Ayrault, pourquoi ? Parce que justement, il a l'expérience. Il a été Premier ministre, il sera un bon ministre des Affaires étrangères, il connaît les dossiers. Le président veut ratisser un large électorat avant les prochaines élections. La patronne des écologistes, Emmanuelle Cos, entre donc au gouvernement. Et pour se rabibocher avec les Verts, en froid avec lui, François Hollande annonce un référendum sur le très controversé projet de construction d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Si c'est oui et que la population veut cet aéroport, alors tout le monde devra accepter cette décision. Et si c'est non,
Vous savez que c'est un projet porté par l'État. L'État en tirera les conséquences. Empêtré dans le débat sur la déchéance de nationalité, le président français a réaffirmé l'objectif de ce projet. Un terroriste qui tue des Français parce qu'ils sont Français se met par son acte lui-même en dehors de la communauté nationale. 19 hommes, 19 femmes, l'équipe élargie qui posera ici pour la photo de famille est paritaire. Avec ce dernier replâtrage, comme le qualifie le Figaro, François Hollande distribue donc les dernières miettes du gâteau, sauf pour Fleur Pellerin. La controversée ministre de la Culture a manqué de s'évanouir quand elle a appris qu'elle était débarquée. Impossible de satisfaire tout le monde, même pour Monsieur Bricolage. Voilà, donc alors les quotidiens français ils sont allés, vous l'avez entendu, de leur qualificatif: bricolage pour le Parisien, replâtrage pour le Figaro, colmatage pour le Monde. Première question, est-ce que François Hollande est désormais outillé pour la fin de son quinquennat, Romaric? Pas vraiment. Enfin, c'est un remaniement un peu, en effet, mascarade. C'est-à-dire, on va chercher l'ancien Premier ministre pour le mettre au Quai d'Orsay, alors qu'on a fait un casting incroyable pendant des mois pour essayer de savoir qui remplacerait Laurent Fabius. Et finalement, on prend quelqu'un qui a été remercié il y a 1 an et demi. Bon. On fait venir des écologistes, mais ce sont les écologistes en rupture de banc avec le Parti écologiste. Donc, en fait, politiquement, c'est neutre, ça n'apporte rien. Donc, on est dans un exercice de communication pour tenter à la fois de confirmer une ligne qui est plutôt une ligne centriste, social-libérale, tout en essayant de faire une unité de la gauche qui, on l'a vu au régional, pourrait permettre en effet au président de la République d'arriver en tête en premier tour de la présidentielle, mais qui est, de par la ligne du gouvernement, relativement illusoire. Donc on est dans le grand écart et ça donne en effet cet effet un peu de carnaval 2 jours après, quoi. Comment vous le qualifiez, vous, ce remaniement et ce nouveau gouvernement Valls 3 ? Je pense qu'il est très paradoxal. Si on raisonne du point de vue de l'opinion et des Français au sens large, il est parfaitement nul. D'ailleurs, les sondages l'ont déjà montré. Et je suis même pas sûr que François Hollande essaie encore sur ce terrain-là de faire réellement quelque chose. Parce que sinon, il aurait pu prendre une solution un peu plus radicale, nommer Emmanuel Macron, par exemple, ou alors aller chercher quelqu'un un peu plus sur sa gauche. Non, je pense qu'il raisonne uniquement comme il l'a toujours fait. Il n'est jamais devenu président de la République. Il est toujours resté premier secrétaire du Parti socialiste. Il est excellent dans les manœuvres d'appareil, et c'est uniquement de ça dont il s'agit. Il arrime là fortement le Parti radical avec Jean-Michel Baillet au gouvernement. Surtout, il fait exploser les Verts. Il assassine un peu quand même Cécile Duflot en faisant entrer Emmanuelle Cos, parce que c'est elle qui est importante. Ce ne sont pas les 2 autres qui étaient effectivement déjà en rupture de banc avec leur parti. Et en gros, l'objectif de François Hollande, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de primaire à gauche. Et ben, on peut considérer qu'avec ce remaniement-là, il y est arrivé, puisque pour qu'une primaire ait lieu, il ne faut pas simplement qu'il y ait des gens qui aient envie qu'une primaire ait lieu. Il ne suffit pas d'avoir accès à la une de Libération en réclamant une primaire pour que ça se passe. Encore faut-il être capable de l'organiser. Il faut qu'il y ait des bureaux partout sur le territoire. Il faut un financement. Et ça, il n'y a que des partis qui sont capables de le faire. Là, en quelque sorte, François Hollande, avec tous les partis qui peuvent être dans le jeu, il les a un peu éliminés. Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, a déclaré sa candidature indépendamment de ça. Jean-Luc Mélenchon, donc ce point-là est réglé. Et puis, au-delà de ça, lui, ce qu'il voit surtout, c'est qu'entre les défaites des municipales, des départementales, des régionales, le Parti communiste comme les Verts ont perdu énormément d'élus, ont perdu énormément de collaborateurs d'élus. Ils n'ont plus d'argent et sans accord électoral avec le PS, ils n'auront plus d'élus du tout. Donc, paradoxalement, si on raisonne uniquement, si on renonce à la politique avec François Hollande, de toute façon, on est dans le renoncement à la politique. Il prépare plutôt bien 2017 avec ce remaniement. Tout le monde est d'accord avec ça? Moi, je trouve que ce remaniement et tout à quoi on assiste est vraiment affligeant. Je veux dire, il faut quand même prendre un tout petit peu de recul et se souvenir de tous les débats qu'il y a eu après les élections régionales sur la manière de faire la politique différemment, sur le fait que les responsables politiques allaient changer, qu'on allait trouver une nouvelle manière de faire la politique. Et on tombe, comme vous le dites, dans les plus petites magouilles politiciennes. Et je crois que là aussi, de qui on fait le jeu avec ça? Du Front National. Je veux dire, c'est clair. C'est-à-dire, on a un gouvernement où
la seule raison d'entrer au gouvernement, c'est soit de casser ce qui restait de force à gauche du PS, soit simplement d'essayer d'avoir un équilibre interne. Et je trouve ça, c'est affligeant. Alors qu'on est dans une société où on a le problème du chômage, de l'immigration, etc. C'est absolument en dehors. On a l'impression que ce gouvernement vit ailleurs, il ne vit pas en France. Donc un remaniement pour vous aussi à la portée limitée ? Écoutez, vu par les yeux d'un Russe, c'est encore peut-être plus difficile que pour mes collègues d'aujourd'hui de déchiffrer la logique politique de cette opération, parce que théoriquement, même mathématiquement, eh bien, le président actuellement est sur sa dernière ligne droite avant la fin de son premier mandat. Normalement, quand on est dans la dernière ligne droite, on accélère. On accélère pour faire quoi? Soit pour faire les réformes, soit pour je dirais, nettoyer la démarche pour arriver en premier jusqu'à la ligne d'arrivée. On a pu constater l'arrivée des écologistes qui pourraient être expliqués par le succès de la COP 21. Il y a quand même l'état d'urgence, c'est pas un terme innocent, parce que... L'Assemblée nationale a voté, rappelons-le... Voilà, avec un ministre de l'Intérieur qui n'est que 11e dans l'ordre de préséance, derrière le ministre de la Réforme du Territoire, allez comprendre, en plein état d'urgence. Si le pays apprend qu'il sera invité à vivre dans l'état d'urgence pendant une bonne partie des mois qui restent, il faut quand même voir pas seulement la justification, mais les objectifs. Pour ce qui concerne le regard des Russes, peut-être un seul aspect qui peut les intéresser plus directement, c'est le remplacement de Fabius par Ayrault, parce que, en fait, les Russes n'étaient pas très en phase avec l'image de la politique extérieure française, personnifiée par le ministre des Affaires étrangères, plus ou mieux peut-être plutôt par Hollande lui-même. Bon, peut-être avec les dossiers comme l'Ukraine où la Syrie pourront se débloquer d'une façon plus facile. Venons-y, parce qu'une fois qu'on a dit que je crois que tout le monde à peu près est d'accord autour de la table pour dire que c'est un gouvernement de campagne, appelons-le comme ça. Donc Laurent Fabius part, son bilan, on le connaît à peu près, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Jean-Marc Ayrault? On sait qu'il est germanophone, qu'il parle en allemand avec la chancelière Angela Merkel. Est-ce que c'est le signe d'une priorité donnée à ce couple franco-allemand qui est important en Europe? L'Europe qui est confrontée, on le disait tout à l'heure, à cette vague de migrants, cette crise migratoire. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est un bon signe, le choix de Jean-Marc Ayrault? Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être professeur d'allemand pour renforcer d'avoir un professeur d'allemand au Quai d'Orsay pour renforcer le couple franco-allemand. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Jean-Marc Ayrault était Premier ministre de 2012 à 2014. Il a géré déjà le couple franco-allemand. On ne peut pas dire que ce soit magnifiquement bien passé. Il l'a non géré d'ailleurs. Voilà, il l'a non géré. Enfin, il a envoyé les. Enfin, bon, il n'a rien fait, voilà. Donc, il y a peu de chances que là, pour le coup, au Quai d'Orsay, ça change quelque chose. Et puis, les affaires franco-allemandes, elles sont gérées en réalité plutôt à l'Élysée ou alors à Bercy lorsqu'il s'agit des problèmes de la zone euro. Le Quai d'Orsay, évidemment, ça peut jouer dans la gestion de la crise des réfugiés, etc. Mais c'est pas l'élément essentiel. De Jean-Marc Ayrault pour les 15 prochains mois, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui alors? Si on écoute ce que Jean-Marc Ayrault lui-même disait dans le documentaire qu'avait réalisé sa fille sur son passage à Matignon, de toute façon, le président de la République ne respecte pas l'esprit des institutions puisqu'il gouverne par texto en passant par-dessus la tête de ses ministres. Donc si on suit son propre argumentaire, on ne devrait rien attendre de sa présence au Quai d'Orsay qui ne soit pas effectivement décidé à l'Élysée, puisque les trois gros dossiers qui peuvent rester, ce sont ceux que citait Romaric, plus celui du Brexit, puisqu'il va quand même y avoir ce référendum en septembre au Royaume-Uni, et ça va quand même faire tanguer sérieusement l'Europe, quel que soit le résultat du référendum. Bon, il a 15 mois alors pour agir. On verra, on aura l'occasion d'en reparler pendant ces 15 prochains mois. Je vous propose qu'on passe à notre troisième thème de cette émission, et non des moindres, puisque les Cassandres de l'économie sont de plus en plus nombreux à le penser. 2016 serait l'année d'une crise financière, impression de déjà-vu. On va s'interroger, quelles leçons a-t-on tiré de celle de 2008? Rappelez-vous de cette semaine folle, lourde de conséquences. Un son de cloche et une semaine durant, le glas de la finance mondiale.
Lundi 15 septembre, par dizaines, ils quittent le siège de la banque. Les salariés de Lehman Brothers ne reviendront pas. Pour le fleuron de la finance américaine, c'est la faillite. Ça fait une semaine que je suis là, ma carrière est déjà terminée. Contaminés par les subprimes, les produits financiers douteux, la banque est lâchée par les autorités américaines. Dans la foulée, Merrill Lynch, autre banque d'affaires, est rachetée par ses concurrents. Bank of America, ce lundi, c'est la loi du libéralisme. Mardi 16 septembre, banqueroute pour le géant de l'assurance AIG. 1000 milliards de dollars de capital sont menacés. Trop gros pour chuter. Oubliez les lois du libéralisme. Le gouvernement nationalise. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. 17 septembre, mercredi, New York, Paris, Londres, rien ne va plus. Les traders sont dans le rouge. Panique sur les marchés. Les indices boursiers s'effondrent. Le krach semble inévitable. Jeudi 18 septembre, Wall Street, 180 milliards de dollars injectés dans le système bancaire par la Banque centrale américaine. Et, rumeur, la Maison-Blanche aurait un plan, un coup d'arrêt à la crise, remontée des cours sur toutes les places financières. C'est l'attente. Vendredi 19 septembre, les marchés retiennent leur souffle. Et sur le perron de la Maison-Blanche, George W. Bush. Étant donné l'état précaire des marchés financiers et leur importance vitale dans la vie quotidienne des Américains, l'intervention du gouvernement n'est pas seulement justifiée, elle est indispensable. Indispensable et colossal. Le plan, permettre aux banques de se débarrasser de toutes leurs créances douteuses, à l'image des subprimes, les sortir de leur comptabilité et les transférer vers une structure gérée par le Trésor américain. Coût de l'opération, 700 milliards de dollars. Henry Paulson, l'auteur du plan, est satisfait. 20-21 septembre, Barack Obama puis John McCain approuvent le plan que les parlementaires vont examiner sous 10 jours. Un plan à la charge du contribuable pour permettre à Wall Street demain d'ouvrir sans craindre la chute. Alors, quelle semaine en 2008 et quelle semaine, titre en février 2016, titre ce week-end le journal gratuit londonien City AM. Le scénario d'une nouvelle crise financière fait de plus en plus d'adeptes. Depuis le début de l'année, les marchés financiers tremblent. Un mouvement à la baisse qui ne date pas du 1er janvier, moins 20% à Paris depuis 7 mois. Scénario similaire ailleurs en Europe. Quant à la bourse de Shanghai, elle a chuté de 49% depuis 8 mois. Alors, Romaric Gaudin, est-ce qu'une nouvelle crise financière se prépare ? Il y a toujours une possibilité que le scénario soit positif et que tout se passe bien, puisque on est 7 ans après, 8 ans après les images qu'on vient de voir. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce qu'on vient de voir en septembre 2008, c'est arrivé 1 an après le début de la crise, qui a commencé avec les premiers problèmes sur les subprimes américains qui ont eu lieu en juillet 2007. Et donc pendant 1 an, on a eu des coups de chaud comme ça sur les marchés, des risques de faillite bancaire, etc. Et une économie une économie réelle qui progressivement s'est dégradée. Aujourd'hui, la situation, elle est évidemment différente, mais on est encore dans cette crise qui a commencé en 2007, avec une économie qui est partout encore assez déprimée. En Europe, la reprise est molle, elle ne s'accélère pas. On nous avait dit que la reprise s'accélérait progressivement. En réalité, depuis la sortie de la récession en 2013, elle reste à peu près stagnante à des niveaux très bas. L'inflation qui ne repart pas, la Chine qui ralentit, les banques, on le voit avec Deutsche Bank, qui en fait restent dans un état très précaire pour certaines d'entre elles et pour les plus grosses d'entre elles, donc ça pose un problème. Et puis, on a vu des coups de chaud sur la dette portugaise en fin de semaine, donc la crise de la dette souveraine qui n'est pas entièrement réglée non plus. Mais donc vous êtes en train de nous dire que c'est la même crise, celle de 2008, qui continue, c'est les soubresauts de la crise de 2008, qui est une espèce de grosse crise en fait ? Écoutez, depuis 2007-2008, l'économie a connu des hauts et des bas, mais en réalité, on n'a jamais retrouvé réellement une confiance dans l'avenir qu'on avait auparavant. Et c'est quand même la clé, évidemment, de la croissance à moyen et long terme, c'est de pouvoir envisager en réalité l'avenir. Et c'est comme ça en fait que les entreprises investissent et elles ne peuvent pas investir aujourd'hui parce que cette confiance, elle n'a jamais été véritablement retrouvée. Et ça, on le voit très bien dans les perspectives d'inflation qui aujourd'hui sont en chute libre, notamment dans la zone euro, et qui traduisent en réalité ce manque de confiance. Est-ce qu'on a tiré des leçons de ce qui s'est passé en 2008 ? Est-ce qu'aujourd'hui on est mieux armé pour faire face à cette potentielle nouvelle chute ou pas ?
Oui et non. On a assez peu tiré les leçons en Europe. Les banques américaines et le secteur financier américain a plus tiré les leçons que ne l'a fait l'Europe, puisque même si on a fait l'union bancaire au niveau européen, chaque pays essayant de défendre son précaré et ses propres banques a plutôt eu tendance à ralentir les réformes prudentielles, celles pour éviter justement une contagion financière. Donc non, on n'est pas très bien armé, même s'il y a des choses qui ont été faites. Et puis surtout, retomber malade quand on n'est pas encore guéri, c'est bien pire, puisque 2008, c'est un moment où l'économie était quand même, ça succédait à pas mal d'années de croissance assez forte. Là, quelles armes reste-t-il au gouvernement en cas de nouvelle crise? Les taux d'intérêt sont déjà au plus bas, voire en territoire négatif. On a totalement épuisé les réserves budgétaires qu'on pouvait avoir, et donc on serait, si une crise se révèle, particulièrement démuni. Et Romaric parlait de la confiance, je pense que c'est majeur, parce qu'il y a deux crises qui coexistent. Il y a une crise d'incertitude par rapport à un contexte international et géopolitique très incertain. On parlait de la Syrie tout à l'heure, mais il y a le marché du pétrole, il y a la Chine, et puis il y a une inquiétude, je pense, qui est encore plus fondamentale, qui est vers où va nous amener la mondialisation, vers où va nous amener la modernité technologique, la numérisation du monde. Et finalement, personne n'est vraiment capable de le savoir. On est capable de décrire assez précisément ce que ça nous coûte d'ores et déjà. Personne n'est vraiment capable d'anticiper ce que ça pourra nous rapporter. Et il n'y a rien que l'économie ou les marchés financiers détestent plus que l'incertitude, parce que pour que ça marche en économie, il faut anticiper demain. Est-ce que j'aurai un client demain? Donc est-ce que je travaille aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais moi, ce qui me frappe le plus, je crois que c'est une crise de la mondialisation libérale, point, qui se poursuit depuis 2007 et qu'on continue avec exactement les mêmes recettes en disant ça va s'arranger, ça va finir par s'arranger. Et d'ailleurs, toujours très curieusement, les mêmes qui prônent un néolibéralisme, le poids du marché privé, le poids ne rechignent pas à demander, on l'a vu ici, dans le reportage, 700 milliards de dollars à l'État américain. Et la même chose, nous sauvons les banques. Nous sauvons les banques. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des profits, ça va au privé, mais quand c'est les pertes, c'est le public qui doit les payer. Il y a vraiment une logique de ce système, mais c'est bien plus compliqué que ça, mais il y a une logique de ce système, à mon avis, qui va dans le mur. Je ne dis pas que le système va s'effondrer, mais il y a une logique de ce système qui n'est pas seulement économique. C'est-à-dire, ces politiques d'austérité qui ont été imposées à l'Europe, elles suscitent aujourd'hui des réactions en Espagne, en Grèce, au Portugal, qui, et la montée qui ont été imposées, que l'Europe s'est imposée. Il n'y a pas quelqu'un qui flotte et qui oui, prend des oui, décisions. non, mais l'Europe s'est imposée parce que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est dans le cadre néolibéral. Sa seule pensée, c'est comment appliquer les recettes néolibérales. Ça n'a juste rien à voir avec le libéralisme et avec le néolibéralisme, puisque, non mais pardon, c'est important, regardez ce que les Américains ont fait ou ce que la Grande-Bretagne a fait. Justement, ils n'ont pas du tout fait d'austérité, ils sont bien plus libéraux que le reste de l'Europe. Je n'en suis pas sûr, mais on a imposé à la Grèce... Si vous pensez que Wall Street ou la City ne sont pas libéraux... Non, mais ils sont libéraux, mais ils acceptent 700 milliards de dollars du gouvernement américain. Je veux dire, c'est comme quand le Figaro... prône à longueur de journée le fait contre les subventions d'État et le journal le plus subventionné de France. Ça ne choque personne. Mais, je veux dire, on a le même type de système ici. Je crois que c'est ça qu'il faut effectivement changer. Et sinon, à quoi on va assister? C'est pas tellement... Moi, je ne crois pas que le système économique va s'effondrer. Mais ce à quoi on assiste, c'est à la montée des forces d'extrême droite en France et ailleurs qui sont en train de mettre en cause non seulement ce système économique, moi je ne suis pas contre qu'on le mette en cause, mais aussi le système démocratique, le système tel que l'Europe a essayé à un moment de le bâtir. Est-ce qu'on alimente le monstre ? Écoutez, moi je ne suis pas plus expert sur les questions économiques qu'Alain Grèche, mais c'est peut-être pour ça que moi j'ajouterais deux aspects qui me paraissent importants dans l'analyse de la situation économique. Bon, d'une part, c'est ce qui a été dit, c'est l'incertitude. Cette incertitude qui est accentuée par... Après tout, le phénomène qui est là depuis, en effet, ce chapitre de la globalisation mal contrôlée, c'est le décalage, à mon avis, croissant entre le monde financier et le monde de l'économie réelle. Et donc, de ce point de vue, eh bien, tout ce qui se passe dans ce monde
en partie artificiel, financier, eh bien, a sa propre logique et risque d'entraîner avec lui, dans la crise, le reste de l'économie. Et l'autre aspect qui est important, c'est l'incertitude politique. Si on, en effet, comme le prétend Dmitri Medvedev à la veille quasiment de la Troisième Guerre mondiale, évidemment, ça ne va pas arranger les choses. Jean-Sébastien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est important à dire, c'est qu'on ne peut pas mettre en cause le système libéral en tant que tel. Il y a deux choses parallèles qui se passent. Il faut se rappeler quand même que c'est cette même mondialisation, cette ouverture du monde, ces échanges qui ont fait sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Les objectifs de l'ONU de l'an 2000, l'agenda 2000, sur le nombre de gens. Enfin, on est allé plus vite que les objectifs qu'on s'était donnés sur le nombre de gens n'ayant plus faim, vivant avec plus de $2 par jour, ayant accès aux médicaments, etc. Tout est allé très vite. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Après, il y a aussi autre chose qui est le fait que le capitalisme se soit trop financiarisé et qu'il y ait effectivement un problème de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas le libéralisme en tant que tel. C'est l'Europe et les États-Unis qui ont laissé partir le monde vers une surfinanciarisation, mais ce n'est pas en soi le système libéral. Je pense qu'il y a... C'est en partie vrai, mais bon, là, c'est assez complexe. Mais je pense que ce qui est vraiment inquiétant aujourd'hui dans la façon dont la crise se joue, c'est que les armes de combat contre la crise sont en train de devenir des facteurs de crise eux-mêmes. C'est-à-dire l'intervention des banques centrales, donc les taux négatifs, etc. Voilà, a alimenté des bulles financières justement à cause de cette financiarisation de l'économie. En gros, les banques centrales ne parviennent plus en fait à jouer suffisamment sur l'économie réelle et donc alimentent, comme vous l'avez dit, des monstres financiers. Ils ont joué les pompiers pyromanes, c'est ça que vous et donc ils ont joué d'une certaine façon les pompiers pyromanes, sachant qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de jouer les pompiers avec les armes qu'ils avaient. C'est plus complexe. Et donc, oui, c'est vrai que c'est plus complexe, c'est toujours plus complexe, mais c'est aussi vrai. Ils nous ont aussi sauvé de la crise pour le coup. Ce que les banques centrales ont fait, ce qu'elles ont fait aux États-Unis et le plan dont vous parliez. Heureusement que les États-Unis ont réagi de cette manière-là. Heureusement qu'Alan Greenspan a réagi de cette manière. Aujourd'hui, on subit aussi les conséquences. Mais on en subit les conséquences, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'on a accompagné cette politique de banque centrale d'une politique d'austérité en Europe, comme on l'a dit, et que cette politique d'austérité en Europe, elle a tiré en réalité l'économie en créant une pression déflationniste. Elle a tiré l'économie vers le bas, elle a nécrosé progressivement les économies. Et évidemment, ce qu'on nous propose aujourd'hui, les banques centrales, puisque vous en parliez, juste ce chiffre, parce que je pense qu'il est assez, il donne une bonne idée de ce dont on parle. Elles ont injecté depuis 2008, c'est l'équivalent de 30% du PIB mondial. On n'a pas l'impression que cet argent va dans l'économie réelle. Mais si, bien sûr, il y va aussi. Il n'y a pas des bulles financières partout. D'ailleurs, la preuve, s'il y avait des bulles financières, le CAC 40 ne serait pas à moins 25% depuis un an. Il n'y a pas que des bulles. Il y a aussi, les États-Unis sont retombés à un taux de chômage à 5%. La Grande-Bretagne est retombée à un taux de chômage à 5%. Après, il y a une responsabilité assez importante de l'Europe et peut-être encore plus de la France, parce que dans la mesure où ces politiques-là étaient menées, il faut que l'économie réelle, derrière, suive. Et c'est là où les réformes de structure sont importantes. Sauf que la France, alors que François Hollande s'était fait élire justement sur un programme de rétablissement des rapports de force vis-à-vis de l'Allemagne, qui elle voulait une politique justement assez austéritaire, la France n'a rien fait. Elle n'a non seulement pas rétabli les rapports de force, et par ailleurs elle n'a pas fait les réformes dont elle avait besoin pour relancer son économie. Donc effectivement, les banquiers centraux, ils peuvent toujours faire tout ce qu'ils veulent. Si derrière l'économie réelle ne fait rien, ça ne prend pas. D'un mot, Alain Grèche, pour terminer là-dessus. Excusez-moi, François Hollande, il s'est aussi fait élire pour faire une politique de gauche qu'il n'a pas faite, avant de dire je vais rétablir par rapport à l'Allemagne. En tous les cas, dans son discours, je veux dire, là où on peut parler de double discours, c'est un dirigeant qui se fait élire et qui me fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Il ne pouvait pas rétablir la politique de gauche sans rétablir un rapport de force avec l'Allemagne. Non, mais d'accord. Mais il a perdu son quinquennat dès le mois de juillet 2012 en décidant de ne pas aller mener ce combat-là. L'autre aspect, c'est effectivement de quoi on parle. C'est-à-dire, quand on parle d'économie, on a l'impression qu'on parle de chiffres, de trucs abstraits. Je veux dire, on est dans un pays où il y a un fort taux de chômage. Quand vous dites aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est 5%, les calculs sont différents. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est de travailler quand on est payé alors à des tarifs mais vraiment inimaginables et avec une pauvreté inimaginable en Grande-Bretagne et aux États-Unis? Je ne suis pas sûr que ce soit ce à quoi j'aspire pour mon pays. Je veux dire, c'est quand même, il y a quand même aussi il y a le problème de l'économie réelle. C'est-à-dire, avant tout, l'économie réelle, elle est faite pour la majorité des gens. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant, et ça c'est, je pense, reconnu par tout le monde, autant d'inégalités dans le capitalisme. Jamais les écarts entre les plus
riches et les plus pauvres n'a été aussi important. Alors, d'un mot pour terminer, Jean-Sébastien Ferjou. Après, je voudrais qu'on commente une dernière image avec vous, André Gratchev. D'un mot pour terminer. Mais pour je pense que oui, il y a un problème fondamental d'inégalité. Les universitaires libéraux, pour le coup, aux États-Unis, travaillent là-dessus, sont en train de s'en rendre compte. Simplement, je pense qu'il n'est pas là où vous le voyez. Le problème d'inégalité, il n'est pas entre les gens, les riches à la François Hollande qui gagnent 4 000 € et ceux qui gagneraient 500 € ou le RSA. Il est entre le 0,01%, effectivement, et les autres. Et il y a une espèce de disparition des classes moyennes dont on se rend un peu moins compte en Europe et particulièrement en France, que les matelas d'amortissement sociaux sont bien épais. Mais le phénomène Donald Trump, c'est ça aussi. C'est parce qu'effectivement, dans les économies développées, les classes moyennes disparaissent. C'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, les réformes, ce qu'on appelle les réformes, visent à rien de moins qu'à supprimer ces matelas sociaux qui permettent à peu près de sauver la classe moyenne en France aujourd'hui. Donc ce serait assez catastrophique. Et je vous propose, parce que je pense que ce débat, on pourrait le continuer encore très longtemps, mais il y a vraiment une image que j'ai envie qu'on regarde. C'est pour nous une image vraiment de la semaine. On va prendre un peu de hauteur, un peu de spiritualité. C'est cette rencontre entre un chef de l'Église catholique et le patriarche de la plus importante des églises orthodoxes. Ça n'était pas arrivé depuis 1054. Alors, le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill se sont rencontrés vendredi à Cuba, près de 1000 ans après le schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Il y a une méfiance à l'égard d'une église catholique perçue comme prosélyte. Alors, comment est perçu en Russie ce tête-à-tête sans précédent, André ? Écoutez, il s'agit effectivement d'une rencontre historique de genre qui ont lieu une fois tous les 1000 ans. 1000 ans, c'est la rencontre du millénaire. Aura lieu voilà, plus vite. Ce que je dirais comme commentaire, à mon avis, il était, serait très important à ce que cette rencontre ait lieu, non seulement pour bien commencer, je dirais, d'éliminer la cassure de millénaires qui séparait les deux ailes du christianisme, mais aussi peut-être pour envoyer un message nécessaire dans ce monde en trouble, en désespoir, et dans le monde d'ailleurs dans lequel, tout dernièrement, on a commencé à voir dans la religion, surtout dans la lecture fondamentaliste de la religion, plutôt le facteur de trouble, le facteur de l'aggravation de l'incertitude sur l'avenir que nous annonce. Et donc la rencontre entre ces deux doyens des deux églises chrétiennes, à mon avis, c'est un signe assez optimiste et aussi l'exemple de ce que même des problèmes qui datent de plusieurs générations peuvent être surmontés. Il est vrai que ce qui les a poussés peut-être à accélérer cette rencontre, c'était encore une fois le sujet par lequel on a commencé, c'était le sort dramatique des chrétiens d'Orient. Et je pense que ça boucle bien la boucle de cette émission. Je vous propose qu'on termine juste en regardant cette une. Nous sommes frères, titre le quotidien politico-religieux du Vatican, l'Osservatore Romano. Le Vatican qui tentait d'organiser cette rencontre depuis des décennies. Nous sommes frères. Un petit peu, voilà, on respire un peu en cette fin d'émission. Je crois que vous êtes tous d'accord avec ça. On va respirer encore avec Dilemme. On va terminer avec un sourire comme tous les dimanches. C'est l'actualité d'un coup de crayon. C'est ce dimanche, vous le savez, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin à la syrienne, vous allez voir à quoi ça ressemble du point de vue de Dilemme. C'est Poutine élu en place de Cupidon qui lance des bombes au lieu de décocher les flèches de l'amour. Angela Merkel, de plus en plus isolée, lâchée par la France, défiée par les États d'Europe orientale. La chancelière allemande pourra-t-elle imposer sa politique d'accueil des migrants à l'Union européenne ? Sur le remaniement ministériel en France, on en parlait tout à l'heure, l'écolo Jean-Vincent placé en réveil, je crois qu'il en rêvait en se rasant tous les matins, j'ai lu ça quelque part, ça n'est pas de moi. Il entre donc au gouvernement, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État. L'Algérie révise sa constitution pour préparer l'après-Bouteflika, au pouvoir depuis 17 ans, Abdelaziz Bouteflika. C'est une réforme voulue par le président lui-même pour limiter le nombre de mandats qui ne devrait pas trop le concerner vu son grand âge. Et enfin, on va voir ces derniers dessins de Dilemme, puisque cette semaine, la présidente brésilienne Dilma Rousseff assurait que l'épidémie de Zika ne compromettra pas les Jeux Olympiques de Rio. Toutefois, gare aux piqûres suspectes pour les athlètes.
Voilà, et c'est la fin de ce numéro de Kiosque. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau ce dimanche pour débattre de l'actualité. À très bientôt. Merci à vous aussi qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Twitter, sur Facebook, comme toujours. Et je vous dis, quant à moi, à dimanche prochain. Passez une excellente semaine.